CNRS du coup en 2022 comme directeur de recherche. Et tout dernièrement, il a été nommé co-directeur d'un IRC, International Research Center, donc qui est piloté par le CNRS et par une université, l'université du Rand en Afrique du Sud. Voilà, donc une carrière très riche. Et moi, j'aimerais quand même souligner que malgré cette brillante carrière, il est resté très proche du milieu associatif, que ce soit au niveau des spéléos, mais aussi de l'Association française de carstologie, pour lequel il a été président et puis qui est toujours impliqué aussi dans cette activité. Ben, je vais te laisser la parole et bon séminaire à tous. Merci. Merci Alexandre pour cette présentation. Bonjour à tous et merci au CRH pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir et un honneur d'être ici. Alors je dis toujours parce que j'étais venu il y a déjà 12 ans. Donc voilà, tous les 12 ans, je vais essayer de venir pour faire un petit update des découvertes, des datations ou de ce qu'on a compris. Et donc là, c'est effectivement l'occasion maintenant de vous faire une petite mise au point par rapport à ce que j'avais présenté il y a 12 ans. Alors pour ceux qui se rappellent de toutes les dias il y a 12 ans, évidemment, il y en aura quelques-unes qui sont les mêmes, qui est l'histoire de la découverte de ces fossiles. On ne va pas réécrire l'histoire, mais vous allez voir que quand même, grâce à des datations et puis aux travaux de géoarchéologie qu'on a menés, eh bien, ça ouvre pas mal de nouvelles perspectives. Hop. Donc nous allons partir à 35 km au nord-ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud. Puis vous verrez tout à l'heure, on va aussi aller se balader un petit peu dans les petites collines ici, qui sont entre le delta de l'Okavango et la Namibie. Et c'est un petit peu l'itinéraire, certes chamboulé, que l'on a fait des grottes d'Afrique du Sud aux grottes du Botswana. Alors d'abord un petit peu de géologie, parce que le continent africain a quand même une géologie assez particulière. Ce sont pour beaucoup des roches très anciennes. Voilà, l'histoire de l'Afrique du Sud et des roches est une vieille histoire. D'abord, pourquoi cette zone s'appelle le berceau de l'humanité? Alors je pense que j'ai... Non, c'est bon. Pourquoi s'appelle cette zone le berceau de l'humanité? Parce que ce n'est pas l'endroit où on trouve les fossiles les plus anciens, mais c'est l'endroit où il y a la plus grande concentration d'hominines, qui couvre une période entre moins 4 et moins 1 million d'années, et donc qui documente de manière assez précise l'apparition du genre Homo. Donc on passe des hominines type Australopithèque, Paranthrope, je vous montrerai tout à l'heure des schémas, à notre genre qui est le genre Homo. Et tout ça s'est rassemblé dans une toute petite aire, une aire karstique où il y a des grottes, qui fait 44 000 hectares. Et c'est l'UNESCO en 1999 qui appelle cette zone le berceau de l'humanité. J'ai un message d'erreur là, mais c'est bon. Alors, je vous disais, c'est une vieille histoire géologique. D'abord, l'encaissant. Pour qu'il y ait des grottes, il faut qu'il y ait des roches qui soient solubles dans l'eau. En l'occurrence, ici, ce sont des dolomies, mais ce sont des dolomies néo-archéennes, c'est-à-dire elles se sont déposées dans une mer peu profonde il y a 2,6 milliards d'années. Donc, ce sont des vieilles dolomies. Et malgré tout, on retrouve des formes encore très, très bien préservées, comme ces petites lignes ici, ces couches successives, ces lamines, qui sont des stromatolites, en fait. Donc, ce sont des algues bleues, hein, des bactéries qui vivent au fond de la mer, qui ont fixé une grande partie du CO2 atmosphérique, qui ont relargué de l'oxygène et qui font qu'aujourd'hui, la Terre est respirable. Donc, depuis très longtemps, on avait des bactéries là-bas. Hop, je passe à celle-ci. Alors, par contre, j'ai une présentation qui marche pas trop. Ouais, voilà, si je fais ça, c'est bon. Donc, les stromatolites, vous savez, ça existe aujourd'hui encore. Hein, donc, voilà, ça fait plusieurs milliards d'années qu'ils sont sous terre. Et ce qui est assez caractéristique dans sa région, malgré que les dolomies aient été recouvertes par plus de 7 km de roches, eh bien, finalement, le métamorphisme et la transformation des roches des dolomies n'est pas très importante. Et on arrive même à identifier entre les bandes de dolomies encore les ripple marks, donc les traces des courants et de la houle, notamment au fond de la mer à l'époque. Ouais. Alors, parmi tous ces sites dans cette aire, il y a une vallée assez particulière qu'on appelle la vallée de la Blaauwbank. Rien de particulier en termes de paysage, mais elle rassemble, rien qu'elle, les plus grands sites paléoanthropologiques de toute l'Afrique australe. Et ce sont notamment les sites de Swartkrans, de Sterkfontein, Coopers et Kromdraai. Nous, on va aller voir, on va parler de celui de Sterkfontein. Mais en fait, les sites, il y en a énormément. Il y en a 13 officiellement reconnus, mais il faut imaginer que
chaque petit bosquet ici est une entrée de grotte. Et la plupart de ces grottes contiennent des ossements. Donc il y a un potentiel énorme dans ces cavités pour la découverte de nouveaux fossiles. J'ai un petit échec là. Ça, c'est qu'à chaque fois. Voilà. Alors pourquoi ces grottes ont intéressé et pourquoi elles ont livré des fossiles? Donc dans cette zone karstique, je vous disais, beaucoup de grottes. Le contexte géologique, c'est de la dolomie. Le problème, c'est que dans cette région-là, eh bien, à la fin du 19e siècle, on trouve de l'or. On décide donc de lancer des recherches et l'exploitation de l'or en grand volume. Ouais, je crois que c'est le moi qui sonne en fait. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde ne soit pas ici. Ça ne va pas s'arrêter. Bon, voilà. Très bien. Je vais le prendre là. Tout ça pour bien vous faire penser d'éteindre les téléphones. Très bien, désolé, je reprends donc. Fin du 19e siècle, on découvre de l'or dans la région de Johannesburg. Donc l'exploitation minière va se développer vitesse grand V. Le problème, c'est que notamment dans l'extraction de l'or et dans sa fusion, on va utiliser souvent de la calcite. La calcite étant un fondant, ça va abaisser la température de fusion de l'or. Or, en Afrique du Sud, il n'y a pas de calcaire. Et donc, on ne peut pas on peut pas exploiter les calcaires comme on le fait ailleurs dans le monde. Et les mineurs de l'époque ont l'idée, du coup, d'aller chercher des grottes et d'aller trouver des concrétions de calcite, des stalactites et des stalagmites, puisqu'elles sont faites en calcite pur. Ils vont donc dynamiter des grottes. Le plus souvent, elles étaient entièrement bouchées. Hein. C'est en se promenant à la surface qu'ils ont trouvé des paléokarstes. Et ils vont comme ça vidanger des grottes entières de leur remplissage, que ce soit la calcite ou que ce soit d'autres sédiments comme des cailloutis, de la terre, des végétaux qui étaient tombés dans la grotte. Pour vous donner une idée, ça c'est l'entrée de la Silberberg Grotto, c'est la grotte où a été trouvé Littlefoot. Eh bien, tout ce volume-là n'était qu'une concrétion de calcite. Ils ont appelé ça le boss. Ils étaient très contents d'avoir trouvé ça là parce que pendant plusieurs années, ils ont dynamité cette calcite. Mais il y avait aussi des cailloux qui étaient cimentés entre eux par la calcite. Ça ne les intéresse pas. Et lorsqu'ils dynamitaient, il fallait les sortir et ils ont fait des tas à l'extérieur. Et donc ça, c'est le site de Sterkfontein à l'époque avec les tas de cailloux qui avaient été sortis par les mineurs. Et là, des paléanthropologues, des archéologues sont venus un peu fouiller dans ces tas. Et ils ont commencé à trouver des ossements d'animaux. Ils ont dit donc on a des sites paléontologiques. Certes, tout est détruit, tout est dynamité, mais il faut sauver le matériel. Et ils vont stocker tout ça à l'université de Johannesburg et dans les grottes de Sterkfontein. Alors l'histoire se poursuit. Et donc ça, c'est le site de Sterkfontein. En 1924, il y a un chercheur en paléanthropologie, Raymond Dart, un jeune chercheur, et on vient lui amener un jour un crâne d'hominine qui vient de la région de Kimberley, c'est à une centaine de kilomètres de là. Il voit ce crâne. Clairement, c'est un jeune, hein, donc c'est un primate qui doit avoir 4 ans. Mais il se dit, là, j'ai des caractéristiques qui ne sont pas tout à fait celles de l'homme, mais pas tout non plus celles du singe. Et donc, je vais créer un nouveau genre, qu'on va baptiser l'Australopithèque, et qui est ce chaînon manquant finalement entre l'homme et le singe. Alors, pour être clair, il se fait démonter complètement. Même ses profs vont l'abandonner à l'époque, hein, voilà, en disant on ne peut pas décrire un genre à partir d'un juvénile. Beaucoup de gens aussi n'étaient pas d'accord avec cette conception voilà, du chaînon manquant. Et malgré tout, bon, mais il va continuer à faire carrière. Il va être à l'université de Witwatersrand à Johannesburg et continuer à publier, à travailler sur ces fossiles. Et ce n'est qu'en 1947 que Robert Broom, lui c'était un notaire à la retraite, il se prend de passion pour l'archéologie et la paléontologie, et il va décider de reprendre les fouilles sur le site de Sterkfontein. Et donc cette fois-ci, il va prendre les brèches, il va les dynamiter. Voilà, on ne fouillait pas la truelle, hein, donc à l'époque. D'ailleurs, cette fracture-là, c'est suite à un dynamitage. Et c'est lui qui va découvrir le premier crâne complet adulte d'un Australopithèque. Et ici, vous avez notamment Mrs. Pless. Et grâce à cette découverte, eh bien, ça va confirmer l'existence du genre Australopithèque. Donc Raymond Dart avait raison. Et puis depuis, sur le site de Sterkfontein, plus de 500 restes d'Australopithèques ont été trouvés. C'est le site le plus riche au monde.
Les fouilles vont se poursuivre, évidemment. Donc, c'est une grotte, hein, il y a énormément de dépôts, assez compliqués à comprendre. Et dans les années 90, Philippe Tobias et Ron Clark, on va parler de Ronald Clark maintenant, décident d'aller chercher le plus profond possible dans la grotte pour essayer de trouver les fossiles les plus anciens, peut-être les plus anciens australopithèques. Ils font un dynamitage dans la grotte, mais visiblement, ils n'étaient pas aussi doués que Robert Broom, ça foire. Donc, ils décident de se finalement reconvertir dans l'étude des boîtes, des ossements qui avaient été sortis précédemment. Et en 1994, Ronald Clark sort une boîte sur le site de la grotte de Cerfontaine, sur laquelle il était écrit Antilope. Et lorsqu'il ouvre la boîte et qu'il la verse sur son bureau, il voit tout de suite qu'il y a 3 ou 4 ossements qui ne sont pas du bovidé, pas de l'antilope, mais qu'en fait, c'est de l'australopithèque. Et il arrive à reconstituer un bout de pied d'australopithèque, et puis il y a un autre petit os dont il ne sait pas quoi faire et qu'il garde dans un coin. En 1998, cette fois-ci, il va à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, donc c'est 4 ans plus tard. Et puis, en sortant des sachets d'une armoire, à travers le plastique, il voit d'autres ossements et il reconnaît des ossements qui lui rappellent ceux qu'il a vus il y a 4 ans. Il faut imaginer qu'il fait ça tous les jours quand même, hein. Donc, il avait quand même une bonne mémoire de ce qu'il avait vu. Donc, tout de suite, il vide ça sur la table, il ramène les petits ossements qu'il avait trouvés. Et en fait, il arrive à compléter le premier pied d'Australopithèque et surtout, il arrive à coller l'os avec un second pied d'Australopithèque. Et il dit, bon sang, mais si j'ai les 2 pieds d'Australopithèque qui viennent d'un tas du fond de la grotte, ça veut dire certainement que l'Australopithèque, il était là entier. Autant d'habitude, on peut avoir un membre, on peut avoir un crâne, mais là, s'il y a les 2 pieds, c'est qu'il devait être dans la grotte. Ouais, les pieds droit, pied gauche du même individu. Même taille, même. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il fait, ben, il va faire un moulage de la partie distale du tibia avec la cassure. Il donne cette partie, ce moulage à ses ouvriers qui vont descendre dans la grotte pour aller chercher justement où est-ce que peut se trouver le reste du squelette. Comme je vous le disais, c'était une mine, hein. Il faut imaginer que tout ça, c'était voilà, couvert de blocs à moitié dynamités. Et donc, pendant 1 jour et demi, ils vont regarder dans les parois s'ils trouvent la cicatrice, le reste de ce tibia. Et en fait, en 1 jour et demi, ils le trouvent. En 1 jour et demi, ils localisent eh bien, la partie cassée du tibia qui correspond parfaitement. Alors, c'était celui-là, à l'époque, qui correspond parfaitement. Et donc, ils reviennent vers Ron Clark et ils lui disent ben, on l'a trouvé, il est là dans la grotte. Et donc là, c'est parti pour plus de 15 ans de fouilles. 15 ans de fouilles à la fraise de dentiste, hein, vous voyez, petit à petit, au microburin, pour dégager Littlefoot de ce sédiment qui est une brèche. Donc, ce sont ces cailloux cimentés par la calcite et c'est dur comme du béton. Et évidemment, il n'est pas question de l'abîmer, donc il faut être très, très prudent. C'est pour ça que ça va mettre aussi longtemps. Là, vous avez les différents états, les différents stades de dégagement du crâne, où là, on commence à voir la mandibule apparaître, puis ensuite le reste du crâne, puis le crâne avec ici l'humérus, et puis tous les autres ossements petit à petit. Au bout d'une quinzaine d'années, ben voilà, il a un australopithèque quasi complet, mais surtout en connexion lâche. Mais quand même, vous voyez ici, là, il y a le crâne, l'humérus, là, on a les côtes, le bassin qui ont un peu bougé. Il y a une partie des jambes ici, et puis il y a l'autre partie des jambes au-dessus. Et puis là, il a le bras avec la main encore fermée. Et là, c'est la première fois qu'il y avait un fossile comme ça, avec les ossements en connexion, donc d'un même individu. Alors, je vous montre juste quelques images pour vous montrer la qualité du fossile. Donc ça, c'est Ron Clark avec Littlefoot lorsqu'il était encore dans la grotte, hein. Vous voyez ici les dents, la mandibule. On a l'arcade ici et le reste du crâne. Voilà, des dents parfaitement préservées, usées, hein. Donc c'était une adulte, hein. On sait que c'est une femelle, mais c'était une adulte, avec encore de l'émail. Un bras complet, avec une articulation du coude parfaitement conservée. Alors lorsqu'on fouillait Littlefoot, c'était assez intéressant parce qu'à chaque fois, il y avait un petit liseré blanc entre la brèche et les ossements. Et pendant très longtemps, on s'est demandé ce que c'était. Par contre, c'était très facile parce que du coup, ça nous permettait de décoller la brèche sans abîmer le fossile. Et puis un jour, il y a 2 lapins qui sont tombés dans la grotte, un petit peu plus loin, qui sont morts. Et Ron Clark a dit, tiens, on va les laisser pour voir ce qui arrive. Bon, ça ne sentait pas très bon, mais en fait, très vite, ils se sont momifiés et la peau s'est rétractée autour des os. Et là, on a compris qu'en fait, ce petit liseré blanc, ben, c'était le reste de la peau, c'était le vide qui avait été laissé par la peau. Et c'est pour ça que ce fossile a gardé une connexion avec les os malgré tout ce qui a pu se passer dans la grotte, c'est qu'en fait, les os étaient tenus ensemble par la momification
de la peau autour du squelette. Voilà la main, première main complète d'Australopithèque. Au début, on pensait que c'était un geste peut-être de douleur. En fait, c'est pareil, ça fait partie de la momification avec les tendons qui se resserrent petit à petit et qui ont fait se refermer la main avec le pouce à l'intérieur comme ça. Voilà, donc après, ben, très bien, un très beau fossile, mais qu'est-ce qu'il fait dans une grotte aussi loin de la surface? Visiblement, ce n'était pas un spéléo, évidemment. Alors, lorsqu'on compare aux autres fossiles qui ont été trouvés dans la région, très souvent, les ossements ont des traces de dents. Parce qu'à l'époque, on n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire, on ne l'est toujours pas. Je vous rassure, quand on travaille en Afrique, on sent bien qu'on n'est pas toujours au sommet de la chaîne alimentaire. Les australopithèques, les hominines, comme le reste de la faune, se faisaient chasser. Et notamment, il y avait les tigres à dents de sabre et les léopards qui les affectionnaient particulièrement. On a d'ailleurs trouvé des calottes crâniennes avec les traces de crocs de léopard. Et vous voyez ici comment un hominine a été transporté justement par un léopard. Et les félins, souvent, lorsqu'ils veulent manger leur proie un petit peu tranquillement, ils vont se mettre sur un arbre et ils vont monter les proies sur les arbres. Or, à l'époque, c'est un petit peu comme maintenant, ben, la végétation, c'était une espèce de savane arbustive, mais autour des grottes, du fait du microclimat, il y avait beaucoup plus d'arbres. Et ben, les léopards devaient monter dans les arbres au-dessus des grottes. Et c'est pour ça qu'on a autant de vestiges de faune et d'hominines. Ce sont les carnivores qui ont servi de rabatteurs et qui ont ramené tous ces ossements à l'entrée des cavités. Bon, mais pour le Littlefoot, ça ne marche pas trop parce qu'en fait, il n'a aucune trace de dents. Les os sont encore en connexion, donc ça veut dire qu'il n'a pas été consommé. Et clairement, mais la seule hypothèse valable pour Littlefoot, eh ben, c'est que l'Australopithèque était ici dans la grotte, a fait une chute par un aven. Alors depuis, on a découvert l'entrée du gouffre au-dessus. Et clairement, ben, c'est un Australopithèque qui a fait une chute de plus de 30 mètres, qui est tombé sur un talus, qui a roulé et qui s'est immobilisé au milieu de la pente. Et là, on a travaillé un petit peu avec des médecins légistes et c'est assez intéressant parce que la position du squelette nous montre qu'en fait, eh bien, effectivement, il n'y a rien arrivé du tout depuis, puisque le corps, eh bien, il avait les jambes croisées, un bras en l'air, un bras sous le corps. Et c'est exactement ce que font les corps qui tombent sur un éboulis et qui tournent avant de se stabiliser dans le sens de la pente. Donc on avait là une scène de crime quasi intacte pour Littlefoot. Alors ensuite, eh bien, on est passé à la question de l'âge. Voilà, parce que le Grand Clark, il voulait trouver un Australopithèque, si possible, vieux. C'est pour ça qu'il est allé tout en bas de la grotte, au pied de la séquence sédimentaire. Donc, ils se sont dit, ben, il faut passer à la phase de datation. Ah, ben, décidément. C'est pas du... C'est le jour. Et, euh, et donc, voilà. Donc, plusieurs équipes de datation se sont mises en place pour essayer de donner un âge. Alors là, il y a eu des méthodes un petit peu différentes qui se sont croisées. D'abord, c'est Partridge, qui était le géologue de Ron Clark et qui, à l'époque, fait des datations en paléomagnétisme, donc orientation du champ magnétique terrestre, et puis il va donner un âge de 3,3 millions d'années. Ça va se faire sur des planchers de calcite, je vous en parlerai tout à l'heure. Puis ensuite, le même Partridge va faire une datation par cosmonucléide, et ça va donner un âge de 4,1 millions d'années. Et là, bon, ça commence déjà à faire un peu vieux. Il y a tout le monde à l'époque qui dit non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop vieux. Il n'y a pas de vieux fossiles comme ça en Afrique australe. Et puis plus récemment, cette fois-ci avec la méthode uranium-plomb, Walker et al. Et Pickering et al. Aussi vont dater les planchers, cette fois-ci dans la séquence, mais à 2,2 millions d'années. Alors là, Ron Clark, il disait, ben, moi je ne comprends plus rien, j'ai des dates à 2,2, à 4,1, à 3,3. Les vieilles dates vont être un petit peu oubliées. Celle qui va être retenue, c'est la date à 2,2 millions d'années. Et là, à l'époque, ben, Ron Clark, il dit 2,2 millions d'années. C'est pas qu'il cherche le plus vieux, mais il dit la phase du Littlefoot, elle est extrêmement archaïque, elle est plésiomorphe. C'est pas du tout les derniers australopithèques comme on devrait avoir à 2 millions d'années. C'est un australopithèque beaucoup plus ancien et pour moi, il est beaucoup plus vieux que ça. Et donc, entre sa forme et l'âge que j'ai, ça tient pas du tout. Donc, il me fait venir. Donc, effectivement, à l'époque, j'étais à l'INRAP en archéologie préventive. Mais évidemment, je travaillais déjà beaucoup dans les grottes et je ne sais pas comment il a su que je travaillais dans les grottes. En tout cas, il m'appelle et il me demande de venir l'aider à dater Littlefoot et à répondre à cette question de chronologie. Alors, je suis parti assez confiant parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'en Afrique du Sud, ils ne connaissent pas trop les grottes. Je n'étais jamais allé. Donc, je suis arrivé là-bas. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. On est allé directement sur le site. Et là, il y a des espèces de passerelles au-dessus de la fouille. Il y avait 30 personnes autour. Bon, je connaissais personne. Ron Clark m'explique en une demi-heure
voilà, les 40 ans d'histoire de fouille de ce site. Et au bout d'un moment, il se tourne vers moi et il dit, alors, t'en penses quoi? Et là, c'était un bon moment de solitude. Bon, je lui ai dit, on en a pour 10 ans. Vu la complexité du problème, on en a pour 10 ans. Il nous a fallu 7 ans pour avoir la datation, mais j'ai dit, ça va être un peu compliqué. Mais moi, je lui ai dit, moi, je ne veux pas me lancer dans la datation et plonger directement dans le plancher de calcite ou dans les cailloutis. Il faut qu'on construise une équipe qui va travailler à différentes échelles, depuis le paysage jusqu'à l'ossement, en passant par l'histoire de la grotte. Et donc, petit à petit, on va constituer des équipes de gens qui vont travailler avec nous et avec qui on va pouvoir échanger pour avoir une véritable approche interdisciplinaire et multiscalaire. Alors d'abord, on va commencer par l'histoire des paysages. Je vous disais, ce site-là, c'est dans la vallée de la Blauwbank. Rien d'exceptionnel, hein, c'est une vallée qui a une centaine de mètres de profondeur à peine, avec des champs cultivés quasiment partout. Sauf que quand on va faire des mesures d'exposition, on va s'apercevoir quand même qu'elle se creuse de 3 mètres par million d'années. Donc un rythme d'incision qui est extrêmement lent, ce qui explique aussi peut-être pourquoi les fossiles vont être préservés. Ensuite, on passe à la grotte. Alors là, ça, c'est le plan de Sterkfontein. C'est un vrai labyrinthe, même avec le plan, vous ne pouvez pas savoir où vous êtes. C'est un labyrinthe en 3 dimensions, puisqu'en fait, on a un rectangle qui fait 400 mètres de large, de long sur 300 mètres de large. Et là-dedans, il y a 4 km de galerie. Tous les 15 mètres, vous avez un carrefour. Donc, on se perd. Il y a quelqu'un qui est mort de faim, qui s'est perdu dans cette grotte et qui n'a jamais retrouvé la sortie. Donc, ça nous intéressait quand même de comprendre comment elle a pu se former, pourquoi elle a ces caractéristiques un peu particulières. Parce qu'aussi, le creusement de la grotte va conditionner comment les fossiles vont se retrouver ensuite à l'intérieur. Et donc là, on comprend que ça répond à un phénomène sur lequel on a déjà travaillé, qui s'appelle la fantomisation. J'irai un petit peu vite, hein, ça mériterait un séminaire à lui tout seul. Mais la fantomisation, c'est un mode de formation des grottes par altération. C'est-à-dire que d'habitude, on a des grottes qui vont se former par enlèvement total. On a de l'eau qui vont utiliser des fractures, qui vont dissoudre le calcaire ou la dolomie et qui vont exporter à la fois la solution et les insolubles. Dans le cadre de la fantomisation, souvent, eh bien, la solution va être exportée, mais le résidu insoluble va rester sur place. Et il va même mimer encore la roche, c'est-à-dire que du coup, on va avoir quelque chose qui ressemble à la roche, c'est pour ça qu'on parle de fantôme, mais si vous le prenez à la main, vous l'écrasez et c'est de la poudre. Et on arrive à plus de 70% parfois de porosité à l'intérieur. Donc c'est une espèce d'éponge. Et vous voyez, ça c'est sur le Larzac par exemple, où vous avez ici la roche Seine à droite, la roche Seine à gauche, ce sont des calcaires à chaille, et au milieu, vous avez tout le massif fantomisé, mais on peut suivre encore tous les lits de chaille. Voilà, donc ça c'est un bloc diagramme qui explique un petit peu comment ça marche, quelles sont les caractéristiques de la fantomisation. On trouve souvent des altérites en masse, en surface, puis le long des principales discontinuités, on va avoir des couloirs, et surtout en profondeur, et c'est ça qui nous intéresse nous, on va voir ce qu'on appelle des pseudo-endokarstes. Pseudo-endokarstes parce que ce n'est pas tout à fait des vraies grottes, et pourtant ça y ressemble. Ça c'est en Belgique, hein, c'est la grotte du Pic à Glace. On a l'impression qu'on a une vraie grotte avec un dépôt par l'eau qui a coulé à l'intérieur. Or, si on regarde le remplissage, entre guillemets, eh bien, on s'aperçoit que c'est simplement la roche altérée en place et on peut suivre les niveaux organiques, on peut suivre les niveaux à silex, simplement compactés les uns sur les autres. Donc voilà le fantôme de roche ici. Ça veut dire que cette galerie n'a jamais été vidée puis remplie. En fait, elle est juste altérée en place. L'altérite va se tasser, un vide va se former au sommet, et si un jour de l'eau coule là-dedans, ça va ensuite évacuer l'altérite. Et c'est comme ça qu'on va exhumer des labyrinthes entiers de grandes galeries sans jamais hiérarchiser de galerie principale. Alors on s'est dit, si c'est ça, il faut qu'on retrouve quand même évidemment des preuves ou des choses qui y ressemblent sur le terrain. Donc juste à côté de Sterkfontein, il y a cette carrière, une carrière abandonnée. Vous voyez qu'il y a des choses un peu sombres là, donc ça nous a intrigués. Et puis lorsqu'on s'est approché, oui, on a reconnu nos couloirs, c'est-à-dire qu'on a ici la dolomie avec les lits de chaille, de tchert à l'intérieur. Et cette masse noire n'est pas du remplissage parce que vous voyez qu'en pointillé, on a encore les chailles à l'intérieur qui sont dedans. C'est du fantôme de roche. Voilà, là on est dans une altération par fantomisation. Donc ça, ce sont les couloirs. Vous en avez d'autres à droite. On avait aussi des poches bien plus marquées, vous voyez. Donc ça, tout ça, en fait, c'est de l'altérite. Et on voit les lits de chaille ici qui sont infléchis par le tassement de l'altérite. Donc ça n'a jamais été évacué. Et puis on a des pseudo-endokarstes, et c'est ça qui nous intéressait, donc c'est-à-dire des conduits encore remplis de leur altérite,
La partie supérieure, c'est le vide qui a été tassé dans lequel de la calcite et l'aragonite sont venus se déposer. Mais on a là une grotte qui n'a jamais été vidée, qui est prête à être vidée. Donc là, on s'est dit, ah ben oui, c'est ça, effectivement, c'est bien ce qu'on cherchait. Et quand on regarde d'un peu plus près, pour être sûr que c'est du fantôme, il faut retrouver les caractéristiques de la roche initiale. Eh bien, par exemple, la masse ici, c'est du fantôme de roche. Vous voyez les fracturations dans la dolomie, et vous voyez que les fractures se continuent dans l'altérite. Voilà, on les a ici, on les a ici. Donc clairement, on est dans la roche altérée en place. On le voit ici aussi à l'échelle de la lamine, hein, où on a ici là, une dolomie avec des tchertes et on voit le front d'altération qui pénètre et qui va suivre les différents lits de la dolomie et peu à peu la digérer. Et ça, c'est l'altérite, poreuse à 70% et ensuite recimentée en calcite. Et pour ceux qui doutent encore, parce que des fois il y en a, bien, je vous disais que ces dolomies, ce sont des stromatolites. Vous voyez très très bien les stromatolites qui sont là, ici. Et puis dans la continuité, ben, on a un autre stromatolite, mais cette fois-ci en fantôme, donc composé uniquement de fer et de manganèse. Dans la grotte, on retrouve ces fantômes. Voilà, ben ça c'est d'une paroi très altérée. Le fantôme tombe au sol. Vous voyez, ce sont ces masses noires. Donc c'est prêt à s'effondrer. Et ça, bien, c'est le fantôme vu de face avec des gens qui s'amusent à torturer le fantôme. Ça existe, puisqu'ils mettent leurs doigts dedans pour bien voir que c'est mou. Et alors, c'est intéressant parce que comme c'est poreux à 70%, vous pouvez rentrer le doigt, il n'y a rien qui sort en fait. On écrase juste la porosité. Et c'est exactement comme ça que se creusent les grottes, c'est-à-dire que l'intérite s'écrase sur elle-même et les 70% de porosité se répartissent ensuite, se regroupent au-dessus et c'est comme ça que les grottes se forment. Ces grottes, en tout cas, se forment. Ça va libérer des cloisons de silice très très fines qui n'auraient pas résisté au moindre flux d'eau. Vous voyez, on voit à travers, hein, c'est épais comme du papier à cigarette, des espèces de boxwork euh, mis au jour par l'altération. Et puis on va tomber sur des masses entières de fantômes non encore évidées. Voilà, là vous avez des plis carrément dans les dolomies. Et bien tout ça s'étendre, c'est en train de s'effondrer. Et on a pu comprendre un petit peu comment se passe le mécanisme finalement de création du vide. Eh bien, c'est parce qu'en fait, on est très souvent dans ces zones profondes où l'on trouve encore le fantôme pas très loin du niveau de base. Et c'est sa fluctuation, en fait. Ça va monter et ça descend pendant des mois. Et donc, ça remplit la porosité d'eau. Puis, quand le plan d'eau descend, le fantôme s'effondre. Et c'est cette fluctuation des plans d'eau qui, petit à petit, vont créer le réseau de galeries comme Sterkfontein. Voilà, ça, c'est la grotte de Sterkfontein, la partie touristique. Et on a là le niveau d'eau qui est en train de monter actuellement. Il met des mois, hein, des mois à monter, des mois à descendre. Mais il vient ennoyer, dénoyer l'altérite et provoquer son effondrement. Et donc la vidange des conduits au-dessus. Et puis, bien, on a eu la chance d'avoir des forages qui ont été faits aussi dans ces grottes. Et au-delà de toutes les séquences fossilifères au-dessus, toute la partie inférieure ici sur 10, parfois 20 mètres, eh bien, c'est du fantôme écrasé en place. Donc on a bien tout le volume qui est lié uniquement à cet effondrement. Alors pourquoi j'insiste un petit peu? En fait, c'est important parce que des grottes qui ont été creusées par fantomisation, ce ne sont pas des grottes où il y a de l'eau qui a coulé. On a très très peu de dynamique. Donc en fait, tous ces vides, d'abord, ils sont très denses. Une galerie tous les 15 mètres, ça fait autant de pièges potentiels pour les fossiles ensuite. Et deuxièmement, comme il n'y a pas d'eau qui coule dedans, bien, tout ce qui tombe s'accumule et ne sera pas enlevé. Et donc on a des séries de sabliers naturels au fur et à mesure que la nature, l'érosion naturelle recoupe ces grottes qui vont piéger pendant plusieurs millions d'années tout ce qui se passe autour. Donc voilà, donc si on peut refaire l'histoire rapide géomorphologique de cette région-là. On a initialement, lorsque la surface africaine se crée, de grands profils d'altération qui vont affecter les dolomies en profondeur. Donc tout ce qui est noir, c'est du fantôme non vidé. Et puis à partir du moment où la vallée commence à se creuser, eh bien, on a l'apparition d'un gradient hydraulique et surtout le tassement des altérites et la formation de vides qui vont être capables ensuite de piéger eh bien, ce qui se passe en surface. Et ça, au gré de l'enfoncement du réseau hydrographique, on va avoir toute une série de cavités qui vont s'ouvrir successivement et donc qui vont piéger les fossiles au gré de l'histoire géologique. Ça, c'est pour la formation des grottes, mais vous verrez que ce modèle nous sert aussi au Botswana. On va un peu sous terre maintenant et on va voir ce qui relève de la stratigraphie cette fois-ci. Donc là, on est dans Sterkfontein et il y a quelqu'un ici, là, vous voyez, qui tient une lumière. Au sol, on a une brèche, un talus de brèche, mais au plafond, on a aussi une brèche. En fait, c'est pour montrer qu'on a des cavités qui sont polygéniques avec des successions de brèches les unes sur les autres. Et pour vous donner une idée, cette brèche, elle a environ 4 millions d'années. Celle-là n'a qu'un demi-million d'années, pourtant elle est en dessous. Donc en plus, on a des stratigraphies inversées. C'est parfois toute la complexité du karst.
Et donc, on s'est dit, bon, mais si on veut comprendre l'âge de Littlefoot, il faut aussi reprendre tout le travail de stratigraphie. Donc, avec Dominique Stratford, qui était mon étudiant et qui est maintenant le directeur des grottes de Sterkfontein, on a repris petit à petit tout ça. Et puis, on s'est approché de Littlefoot. Voilà, Littlefoot, il était ici, là, vous le voyez, on voit encore son... Là, c'était ses jambes qui étaient là. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qui s'est passé autour de Littlefoot. Alors, pour les dateurs, ça avait été simple à l'époque, hein. Ils avaient regardé cette coupe, ils s'étaient dit, j'ai de la calcite, de la brèche, de la calcite, de la brèche, de la calcite, de la brèche. Donc, il suffit de dater la calcite sous Littlefoot et la calcite sur Littlefoot, et on va savoir l'âge qu'a le fossile. Ce sont ces dates qui ont donné 2,2 millions d'années, et ce sont ces dates qui étaient possiblement problématiques. Alors, lorsqu'on a regardé un petit peu mieux la relation entre ces planchers et Littlefoot, Ron Clark avait lui-même déjà détecté qu'il y avait un petit problème quand même. C'est que tout à l'heure, je vous montrais qu'on a trouvé d'abord les jambes, hein, puisque c'est ici que la connexion a pu être faite. Donc là, on a le tibia et le fémur. Puis le fémur est cassé net. Et sous un plancher de calcite, on retrouve la suite du fémur, le bassin, les côtes, le crâne, etc. Et ça, quand même, ça pose problème, parce que soit Littlefoot, il tombe d'abord et un plancher vient le recouvrir, et dans ce cas, le squelette, il est sous un plancher. Soit Littlefoot, il tombe sur un plancher, dans ce cas, il sera dessus. Mais qu'il y ait un plancher qui vienne passer entre les deux parties du corps, c'est que quand même, il s'est passé quelque chose entre le moment où Littlefoot est tombé dans la grotte et le moment où le plancher se forme. Et en fait, on va réussir, en partant de là, à démontrer que les planchers de calcite, eh bien, ils ne font pas partie de la stratigraphie initiale, mais qui sont venus remplir des vides secondaires dans la brèche. En fait, cette brèche, qui était cimentée, à un moment, elle a été altérée, des vides se sont formés, une partie du squelette s'est effondrée à l'intérieur, et puis plus tard, des planchers de calcite sont venus sceller tout ça. Et donc, les planchers sont intrusifs. En fait, ils n'ont rien à voir avec la stratigraphie initiale. Et ça, bien, on peut le voir un peu à toutes les échelles. Un article va sortir dans les semaines qui viennent parce qu'on a toujours besoin de le démontrer. Mais j'espère que là, ce sera la dernière fois. Par exemple, voici un de ces planchers de calcite qui est ici. C'est une coupe verticale, hein. Donc, en bas, vous avez de la brèche. En haut, vous avez de la brèche. Et là, vous voyez qu'il y a un morceau de tchert qui est dans la calcite. Alors ça, bon, c'est bizarre parce qu'en général, la calcite, toujours, quand elle se dépose, elle est dure, hein. C'est pas un truc qui va se durcir avec l'âge. Donc, il y a aucune raison que ce bloc de calcite vienne s'imprimer au sein de la calcite. Au mieux, il devrait reposer dessus. Et en fait, ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce bloc de brèche, de tchert fait partie d'une brèche et qui a été ensuite secondairement enseveli, cimenté par la calcite. Donc, on a un vide qui se forme avec des blocs qui sont suspendus, et puis la calcite qui va petit à petit se former et venir remplir le vide. C'est ça un plancher intrusif. Et puis, lorsqu'on regarde les contacts un peu plus précisément, eh bien, on va même s'apercevoir qu'il y a deux générations de calcite. Une qui est à la base, qui va du bas vers le haut, et puis une autre qui va se former aussi au contact de la brèche. Et donc, on a une croissance convergente de la calcite. L'intérêt de ça, c'est que ça montre que si vous voulez avoir de la calcite qui pousse de là vers là, c'est qu'il faut déjà avoir les brèches qui sont là. Donc clairement, les brèches sont plus vieilles que la calcite, et donc la calcite ne peut pas être utilisée pour dater ces fossiles. Donc eh bien, à cette époque-là, à ce moment-là, ben, on va revenir vers les cosmonucléides. Donc ça avait donné une date de 4,1 millions d'années qui n'avait pas trop plu. Et là, c'est une équipe américaine qui le contacte, c'est Daryl Granger, qui dit, voilà, j'ai vu votre papier sur les planchers. Maintenant, on est prêt à refaire les dates. Et si vous voulez, on va échantillonner toute la séquence et on va essayer de sortir un âge pour Littlefoot. Ils prennent 11 échantillons. Je crois qu'il y en a 2 qui ne vont pas marcher. Et les restes vont relativement bien marcher. Et ça va donner un âge de 3,7 millions d'années. Donc vous voyez qu'on a rajouté 1,5 million à Littlefoot. Et juste pour la comparaison, c'est un demi-million d'années plus vieux que Lucie. Ça n'en fait pas l'hominine le plus ancien, loin s'en faut. Mais déjà, on retombe dans des chronologies un peu plus intéressantes et plus compatibles avec ce que Ron Clark avait imaginé. Alors évidemment, ça n'a pas plu, hein, là aussi. Il y a eu un petit déchaînement. Donc il y a des gens qui sont venus visiter Sterkfontein une fois, juste en visite touristique. Ils n'ont même pas demandé s'ils pouvaient voir les coupes, etc. Et lorsqu'ils sont sortis de la grotte, ce sont des chercheurs américains. Ils ont publié un article en disant non, mais nous, on a une autre théorie. C'est qu'en fait, Littlefoot était rentré dans une grotte. À l'époque, eh ben, il n'avait pas de lumière, donc il n'a pas vu qu'au fond de la grotte, il y avait un puits. Et lorsqu'il est tombé dans le puits, en tombant, il s'est rattrapé à des sédiments qui étaient de part et d'autre, qui étaient là depuis 1,5 million d'années. Et donc, il est tombé avec ces sédiments. Et vous avez daté les sédiments avec lesquels Littlefoot est tombé. Bon.
Et ça suffit à dire que la date est du coup qu'il y a des contradictions et que la date n'est pas acceptée par tout le monde. Bon, nous, on a repris notre travail de stratigraphie. Je vous passe les détails. On a relevé toutes les séquences les unes après les autres. On a montré qu'il n'y a aucun sédiment remanié, intrusif. On a montré comment ce talus se met en place à la verticale d'une entrée, pierre après pierre. Et donc, on a réussi, je ne sais pas si on les a convaincus, en tout cas pour l'instant, ceux-là, ils ne reviennent pas, que Littlefoot était bien dans sa séquence sédimentaire. Donc voilà, et donc on a publié ça il y a déjà quelques années, en 2019, je crois. Voilà, pour acter un petit peu ça. La bataille continue hein, dans d'autres domaines, mais on va passer peut-être un petit peu maintenant à l'histoire de Littlefoot. Donc d'abord, Littlefoot est ressorti de la grotte en 2016, donc 3,7 millions d'années après y être tombé. Ça, c'était le jour où il a regagné la surface. C'est quand même un fossile exceptionnel. Et bien sûr, 95-97% maintenant des ossements ont été trouvés. Il nous manque juste quelques orteils et les rotules. Les rotules, on ne sait pas pourquoi. Les orteils, c'est parce qu'ils ont été dynamités par les mineurs. Première phase complète d'un australopithèque avec la mandibule en occlusion. Alors, il a l'air un peu en colère, mais c'est juste le tassement différentiel dans les sédiments. Il a été redressé maintenant virtuellement. Et pour vous donner la comparaison avec les autres fossiles, hein, voilà d'autres fossiles qui viennent d'Afrique du Sud. Vous avez ici Lucie où il y a 40% des ossements. Et vous avez Littlefoot ici. À l'époque, il y avait 95% des ossements. Maintenant, il y en a quelques-uns en plus. Une des choses très intéressantes que ça a apporté, c'est que c'était la première fois où on pouvait comparer la taille des bras et la taille des jambes. Et donc, à l'époque, on imaginait qu'ils étaient quasiment pas bipèdes ou pas très bien bipèdes. En fait, Littlefoot, il a des jambes qui sont plus grandes que ses bras. Donc, il n'est pas avec les bras qui traînent au sol, entre guillemets. C'est un hominide qui est déjà bien bipède. Et donc là, on a pu le faire parce qu'on a pu comparer ces membres qu'on ne peut pas faire sur les autres fossiles. Alors ensuite, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on le place, parce que maintenant qu'on a un âge, il va falloir qu'on le compare un petit peu aux autres fossiles. Ça, c'est le bureau de Ron Clark. Hein, voilà. Nous, on a des papiers, un ordinateur. Lui, il a juste des crânes et des fossiles. Mais c'est pas plus mal. Et donc, il passe son temps à comparer un peu à l'ancienne, hein, c'est vrai, mais les fossiles entre eux. Alors, replaçons un petit peu maintenant l'âge de Littlefoot dans le cadre de l'évolution humaine. Donc là, il y a 7 millions d'années qui sont représentées. Donc, vous avez ici les premiers hominides avec Sahelanthropus, Ardipithecus, Aurine. Sahelanthropus, c'est Toumaï. Voilà. Donc, vous voyez, entre moins 7 et moins 5 millions d'années. Après, on ne sait pas trop comment on passe au groupe des Australopithèques, mais les Australopithèques, c'est grosso modo de moins 4 millions d'années à moins 2 millions d'années. Donc là, il y a ceux d'Afrique de l'Est et il y a ceux d'Afrique australe. Et les australopithèques vont donner naissance à deux genres, les paranthropes, qui sont nos cousins d'évolution, mais qui vont disparaître, et au genre Homo, dont nous sommes les derniers représentants. Et vous voyez que si Littlefoot a 2,2 millions d'années, notre australopithèque le plus ancien d'Afrique australe, eh bien évidemment, il arrive un petit peu après la bataille, après l'apparition du genre Homo, qui se passe il y a 2,8 millions d'années. Donc ça veut dire que Littlefoot et les fossiles sud-africains ne peuvent pas être à l'origine du genre Homo. Par contre, si on met Littlefoot à 3,7 millions d'années, ben là, il est quasiment 1 million d'années en amont de l'apparition du genre Homo. Et là, pourquoi pas Littlefoot ou les autres australopithèques peuvent être à l'origine du genre Homo. Et rien que cette datation, déjà, elle remet l'Afrique du Sud dans la course, entre guillemets, à l'évolution, si tant est qu'il y ait une course, en disant, ben oui, potentiellement, le berceau de l'humanité, c'est aussi l'Afrique australe. Voilà, juste une petite parenthèse sur Littlefoot. Donc, je vous disais, c'était une femelle adulte, hein, donc 28, 30, 35 ans, quelque chose comme ça. Donc, âgée quand même pour l'époque. Ça, c'est Littlefoot rhabillée. Voilà, ils ont fait une petite représentation de comment, à quoi elle pouvait ressembler. Vous imaginez qu'un tel squelette, beaucoup d'études sont en cours. Quasiment chaque os mérite une publication. Mais il y a notamment beaucoup de travaux qui sont faits. Voir si ça marche. Depuis là. Ça pourrait marcher. Mais je crois pas. Non. Bon, c'est pas grave, c'est juste une représentation 3D du crâne. En fait, grâce à l'excellente préservation des fossiles, on est en train de faire le scan 3D de l'intérieur du crâne, de voir à la fois les volumes, les complexités un petit peu du cerveau, et de voir les aires qui sont développées. Par exemple, l'aire de Broca, qui est l'aire du langage. Si on a une aire de Broca développée, ça veut dire qu'on a déjà un langage plus ou moins élaboré, des choses comme ça. Donc, il y a tous ces travaux qui sont en cours en ce moment et qui vont faire parler Littlefoot.
Alors, le bilan de tout ça, quand même, c'est que finalement, à l'époque, tout le monde disait l'Afrique de l'Est, c'est l'origine de l'humanité. C'est là-bas où on a les fossiles les plus anciens. C'est aussi là où ils étaient le mieux datés. Et puis, ils ont donné naissance à deux genres, les paranthropes, qui vont disparaître, et puis le genre Homo. Ces deux genres vont quasiment se balader dans toute l'Afrique, et ils vont arriver en Afrique australe beaucoup plus tardivement. Finalement, avec la date de Littlefoot, eh bien, on s'aperçoit que non, on a peut-être une histoire qui est différente, qu'on pourrait très bien avoir une apparition du genre Homo en Afrique australe, et que c'est lui, cette fois-ci, qui serait allé vers l'Afrique de l'Est. En tout cas, tout est possible. Mais nous, on se pose même une autre question, en fait. Lorsqu'on regarde la répartition des fossiles d'hominines à l'échelle de l'Afrique, pour la plupart d'entre eux, ils sont soit dans le rift est-africain, cette énorme déchirure de l'écorce terrestre avec des milliers de mètres de sédiments, soit dans les grottes d'Afrique du Sud. Et en fait, dans les deux cas, on est dans des pièges, des pièges à sédiments, des pièges géologiques. Ça ne veut pas dire que là, il n'y en avait pas, ça ne veut pas dire que là, il n'y en avait pas. Donc, s'il n'y en a que dans des pièges, pourquoi y en aurait-il pas un petit peu partout? Et pourquoi finalement les cloisonner en disant ils viennent de là ou ils viennent de là? La plupart des faunes que l'on connaît sur ces périodes-là, elles transitent tout le long, depuis l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique australe, et que ce serait quand même bien le diable que les Australopithèques aient mis 1,5 million d'années pour aller de l'Afrique de l'Est à l'Afrique australe. Notre idée, en fait, c'est qu'on n'a pas un berceau d'humanité là ou un berceau d'humanité là. C'est qu'en fait, on a deux morceaux du même berceau d'humanité qui sont juste chacun préservés dans un piège géologique différent. Et donc, c'est ça maintenant qu'on essaie de démontrer, c'est qu'en fait, de plus en plus, les datations, puisque depuis il y en a eu d'autres à Sterkfontein, montrent qu'on a une évolution qui n'est pas encore aussi ancienne que l'Afrique de l'Est, mais ça, il faut tomber aussi sur les bons fossiles, mais qu'on a une évolution parallèle avec des espèces qui se ressemblent beaucoup. Et on a même des espèces d'Afrique de l'Est maintenant, d'Afrique du Sud, qui viennent d'Afrique de l'Est. Je pense à Anamensis, qu'on pense avoir identifié en Afrique australe. Donc clairement, en fait, il n'y avait pas de cloison, il y avait vraiment des circulations, comme la faune. Les hominines allaient et venaient. Alors comment on va prouver ça? Parce que on peut se batailler pendant très longtemps sur les datations. Mais en fait, il faut aller les chercher sur le terrain. Alors, on ne les a pas trouvés, hein, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous montrer pourquoi on s'en approche. Alors, nous, on est spécialistes du karst, hein, voilà, on est des spélos, on travaille dans les grottes, on comprend la stratigraphie, les datations. Donc, l'idée, c'est d'abord d'aller chercher dans les zones karstiques. C'est notre spécialité. En plus, eh bien, c'est un très bon milieu de conservation. Il y a eu l'exemple de Littlefoot. Donc, ça veut dire que là, on a des chances de trouver non seulement des hominines, mais de la faune qui vont aussi nous raconter une histoire des paysages. Donc, on a pris la carte géologique de l'Afrique et puis on a dit ben, où sont les calcaires et les dolomies, surtout les dolomies, et si possible, pas très loin de l'Afrique du Sud pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Donc, dès 2006, on a travaillé en Afrique du Sud sur plusieurs sites, mais ensuite, très vite, on est allé travailler en Namibie pendant quelques années où on a trouvé des sites. Donc, il y avait déjà des équipes qui avaient travaillé, des gros effondrements qui ont piégé de la brèche avec des animaux et des sites où on a trouvé des tigres à dents de sabre, des primates, en fait, tout ce qu'il faut d'habitude pour avoir un site. Bon, on a eu quelques problèmes, on a laissé tomber la Namibie. Pendant ce temps, on a bougé ailleurs et on est allé voir au Mozambique. Au Mozambique, c'est très bien le Mozambique, hein, c'est le débouché du Grand Rift est-africain, donc les hominines y passaient aussi par là. Là, on a trouvé beaucoup de grottes, mais tout ce qu'on a trouvé était relativement récent par rapport à l'histoire que nous, on cherche. Malheureusement, les grottes et les dépôts que l'on a trouvés n'arrivaient pas à remonter à plusieurs millions d'années. Mais on ne laisse pas tomber pour autant. On a trouvé ensuite au Botswana, je reviendrai en 2021, l'ambassade de France au Botswana nous appelle, nous demande si on veut travailler au Botswana, ce qu'on a fait, et on finira là-dessus. Puis on a travaillé au Zimbabwe. Au Zimbabwe, alors là, on a trouvé beaucoup de brèches, des grosses fantastiques, tout ce qu'il fallait pour trouver peut-être des fossiles, mais très peu d'ossements. Alors, il y a des problèmes de conservation. Il y a peut-être des problèmes aussi que on n'avait pas des léopards, des hyènes et tout ça qui rabattaient tous les ossements. Il faut qu'on continue, mais on a fait 4 ou 5 missions. Et là, on n'a pas trouvé tout à fait ce qu'on voulait. Puis on a travaillé en Zambie l'an dernier. Là, oui, on a trouvé des ossements, des brèches, tout ce qu'il faut. Donc, on va lancer un programme de recherche en Zambie. Et puis, la semaine dernière, j'étais à Madagascar. Alors, Madagascar, il n'y aura pas d'hommes. Mais par contre, il y a tout le cortège un petit peu particulier d'évolution de la faune. Et donc, c'est aussi un point qui nous intéresse parce que finalement, l'homme, c'est intéressant quand on trouve un hominine. Après, en termes de crédit, ça ne posera plus de problème. Mais ce qui apporte le plus d'informations, quand même, c'est toute la faune, la microfaune, la macrofaune. Donc, c'est aussi ça, quand même, le gros du package en sciences. Donc, c'est pour ça que Madagascar nous intéresse.
Alors, on va passer au Botswana, qui est vraiment les derniers développements. Donc, l'idée, ben, c'était d'aller trouver des grottes entre le Grand Rift Est-Africain et l'Afrique du Sud, où on pourrait trouver des fossiles d'hominines anciens. Donc, on a pris la carte géologique, pareil, vous voyez, on a regardé un petit peu comment ça se passe. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des grottes pas loin de la capitale, à Gaborone, mais qu'il y avait aussi quelques grottes à l'est du delta Lokavango. Donc, c'est bien, ce n'était pas très loin des contextes qui nous intéressaient en Namibie. Donc, on a décidé de s'y rendre et on a redéveloppé tout le programme interdisciplinaire que l'on avait fait en Afrique du Sud et avec les différentes échelles. Donc, on a travaillé à l'échelle du satellite pour détecter un peu les collines, les entrées de grottes. Donc, on a eu une bourse de thèse de l'Amity pour ça. Puis après, eh bien, il a fallu aller sur le terrain. Donc voilà, on va prospecter, on va visiter les collines, la moindre anfractuosité pour voir s'il y a des fossiles. On est spéléo, donc on va sous terre. Donc là, c'est un gouffre là, qui fait 90 mètres de profondeur pour voir s'il y a de la brèche qui traîne. Donc on va trouver de la brèche, hein, notamment dans la grotte de Guyaba, au Botswana. Et dans celui-ci, non, c'est une cavité active, entre guillemets, en cours de constitution. Donc on a ici le sablier qui va peu à peu ben, piéger tout ce qui va se passer dans le futur. C'est un futur site. Et puis on a de la chance parce qu'au Botswana, bien un des anciens présidents était un passionné de grottes. Et il va débloquer énormément de moyens pour découvrir d'autres grottes au Botswana, parce qu'il veut développer le tourisme. Et donc, dans la région où on a travaillé, eh bien, en fait, il a financé des grandes études de géophysique. Donc, les géophysiciens vont faire de la microgravimétrie et ils vont détecter des séries de vides dont ils vont faire des cartographies. Et puis, eh bien, finalement, le président du Botswana a encore des financements, donc il leur paye les forages. Et donc, il va y avoir des carottages de reconnaissance, puis des forages de 60 cm, puis d'1 mètre sur 40 mètres de hauteur pour accéder aux cavités. Et bah, toute une série de cavités de plusieurs kilomètres de long vont être découvertes. Voici les tubes, vous voyez, on s'attache sur le 4x4 et on descend directement dans les tubes qui font 40 mètres. Et on arrive dans des grottes qui sont magnifiques, qui n'ont jamais été, en tout cas historiquement, connectées à la surface et qui font maintenant l'objet d'un classement à l'UNESCO. On est en cours dans le processus. Lorsqu'on remet tout ça sur des cartes, on s'aperçoit que toutes les collines vont être finalement pleines de grottes. Et ça nous rappelle un peu le système de la fantomisation. La moindre discontinuité a été utilisée par la karstification. Et puis, bah, cerise sur le gâteau, on était content, puisqu'en fait, on va retrouver nos fantômes. Voilà, là, c'est des grottes intactes. Et ce grand talus que vous avez ici noir, tout ça, c'est du fantôme de roche. En fait, quand le niveau de base s'est abaissé, le fantôme s'est effondré sur lui-même et rien d'autre s'est passé quasiment à part le développement de concrétion. Et donc, on se balade dans les vides laissés par le tassement de l'altérite, comme à Sterkfontein. Pour vous montrer, même dès qu'il y a une échine de roche, on retrouve cette couche de fantôme qui est restée perchée. Voilà, vous voyez, sur des banquettes, avec encore les filonnets de silice qui sont dans la roche, qui sont plantés dedans. Et même le moindre petit conduit latéral a encore gardé sa couche de fantôme qui s'est écrasée sur lui-même. Donc on est dans les mêmes modèles. Ça veut dire qu'en termes de dynamique karstique, ça se prête très très bien à la préservation des fossiles. Et vous voyez l'épaisseur des fantômes. Hein, voilà, là on est dans la grotte des Diviners où il y a plus de 20 mètres de fantômes écrasés l'un sur l'autre. Donc le contexte géologique se prête bien. On a beaucoup de grottes. C'est de la fantomisation. Donc ensuite, eh bien, il faut aller chercher les fossiles. Donc, on va faire des scans 3D de différentes cavités et on va essayer de voir les endroits où elles se rapprochent de la surface pour essayer de trouver des paléocarses ou des anciennes entrées. Si on veut des ossements, il faut quand même être proche d'une entrée. Et ça, on va aussi réussir à le localiser, notamment en découvrant des massifs de calcite à l'air libre. Donc, évidemment, s'ils sont là à l'époque, eh ils étaient dans une grotte. On a des stalagmites qui sont formés. Et puis, on va trouver surtout plein d'ossements. Et donc, on va s'apercevoir que toute cette partie de la colline, toute cette échancrure est une ancienne salle décapitée. Le plafond a été entièrement érodé. Et sur toute cette surface, eh bien, on n'a que de la calcite, des stalagmites, des ossements, etc. Et donc là, on dit, ben voilà, c'est exactement ça qu'on cherchait. Les mineurs qui ont exploité Sterkfontein, c'est ça qu'ils avaient trouvé à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils savaient qu'il y avait une grotte en dessous. Donc, on a fait pareil. Et donc, on a nos sites fossilifères. Alors, ben, la fouille a démarré. Là, on a décapé en surface. On a aussi fouillé en profondeur dans les grottes. Et on a toute une série de faunes qui sont sorties. Donc, on a des équipes de paléontologues qui travaillent. Et notamment, on est très content, on a les carnivores qu'on voulait, donc des hyènes, on a du léopard, on a des primates, on a des bovidés, tout ce qu'il y a d'habitude dans le cortège des sites comme Cerfontaine.
Après, trouver un hominine, ce n'est pas tous les jours. Hein. Dans les sites, même dans les sites comme Cerfontaine très très riches, c'est un os d'hominine tous les 1000 os de faune. Donc ça veut dire qu'il faut quand même en sortir. Mais malgré tout, comme je vous disais, c'est très intéressant la faune. On a aussi une thèse pour une doctorante botswanaise sur la microfaune. Et rien que là, il y a plein de nouvelles espèces même qui n'avaient jamais été décrites. Donc on a en plus des choses particulières qui se passent dans cette région-là. Alors maintenant qu'on a un petit recul sur la faune, on se pose un petit peu des questions parce qu'on est en marge du désert du Kalahari, à plus d'une centaine de kilomètres du delta Okavango. Et pourtant, l'essentiel de la faune que l'on trouve, c'est une faune qui vit au bord d'un lac. Donc on a des poissons, des oiseaux pêcheurs, mais pas qui vont très très loin, qui vivent vraiment dans le lac. On a de la loutre, on a des choses comme ça. Et tiens, on s'est dit, tiens, ça quand même c'est bizarre. Donc il a fallu revenir un petit peu à l'histoire géomorphologique de cette région, et notamment à l'histoire des lacs. Alors aujourd'hui, vous voyez, les grottes Kung Fu, elles se situent ici, à la frontière avec la Namibie, et le delta Okavango, il est là. Mais en fait, il y a 2 millions d'années, eh bien, il y avait le grand lac Déception qui couvrait toute cette région. Et en fait, nos grottes, à cette époque-là, elles étaient au bord. Et donc là, ça commence à devenir intéressant parce que ça veut dire que les dépôts que l'on a là, ils ont au moins 2 millions d'années. Et ils sont contemporains d'une période où il y avait des lacs et d'une période certainement où les hominines qui venaient d'Afrique de l'Est vers l'Afrique du Sud, ou en tout cas ceux qui circulent dans cette région-là, eh bien, étaient obligés de faire le tour du lac et passer par nos grottes. Donc on peut espérer qu'avec un peu de chance ou de malchance, un autre australopithèque est tombé dans une grotte. Voilà, donc maintenant on veut éviter un petit peu les écueils des décennies d'études à Cerfontaine. Donc on essaie de blinder évidemment la stratigraphie, mais aussi tout ce qui est datation. Donc là on couple pour chacun de ces sites systématiquement des datations OSR, des cosmonucléides et l'uranium-plomb avec différentes collaborations. Et pourquoi pas on continuera à travailler avec le CEREJ. Mais tout ça est en cours, donc si les dates convergent, évidemment, ce sera intéressant, ça nous donnera une évolution complémentaire, une datation complémentaire. On essaie aussi, au-delà de la faune et de tout ce qu'elle apporte, de travailler sur le climat. Donc là, c'est une équipe qui était le mois dernier avec nous au Botswana, de Pusan, donc c'est en Corée du Sud. Et ils sont venus carotter à la fois les concrétions actives, à la fois les paléokarstes, pour avoir cette fois-ci à la fois les datations, les questions des isotopes, etc. Et en même temps, on a assuré un monitoring complet de ces cavités avec analyse des calcites récentes et puis collecte de l'eau pendant 1 an qui tombe des concrétions. Ah oui, je voulais faire un petit point aussi, c'est que ça aussi, ça mériterait un autre séminaire. Hein. Ces grottes, eh bien, elles abritent des colonies de chauves-souris, pas celles qui ont été forées, hein, mais celles qui étaient accessibles naturellement. Donc, la grotte de Guyaba, dans laquelle on travaille beaucoup, est une grotte qui est marquée par la biocorrosion, c'est-à-dire que la fermentation des tas de guano a libéré tellement d'acide que la grotte et même les concrétions sont totalement affectées et remodelées. Mais le bon côté des chauves-souris, c'est qu'elles font aussi du guano. Donc, vous voyez, les piliers sont complètement rongés, hein, c'est des formes assez caractéristiques de la biocorrosion. Même les stalactites, vous voyez, elles ne ressemblent même plus à des stalactites, elles sont elles aussi fantomatiques. Mais l'intérêt des chauves-souris, c'est que la nuit, elles vont chasser dehors, et puis le matin, elles rentrent dans la grotte, et puis elles font leur déjection dans la grotte. Et tout ça va s'accumuler, va être préservé de l'érosion, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et dans la grotte de Guyaba, on a plus de 10 mètres d'accumulation de guano. Et là, ça, c'est un proxy paléo-environnemental très intéressant qui peut apporter beaucoup d'informations. À l'époque, on avait fait un petit sondage pour voir si c'était bien du guano assez profondément. Et on a fait des datations. Donc, un des sondages nous a donné, on a là presque 6000 ans de guano accumulé en 1 mètre. Et puis ailleurs dans la grotte, on a des datations qui tournent autour de 13 000, 10 000, 11 000, voire 13 000 ans pour cette partie-là. Donc tout ça, ce sont des guanos qui sont stockés dans la grotte, qui sont prêts à être étudiés. Et donc là, on a eu une bourse de thèse pour une doctorante sud-africaine et on a réalisé des carottages dans différents tas de guano. Et là, on va en extraire tout ce qui est palynologie, la paléométabolomique, les N-alcanes et les différents isotopes qui vont nous donner une histoire des paysages. Et voilà toutes les carottes qu'on a extraites l'autre fois et qui sont en cours maintenant d'études à l'université de Witwatersrand. Tout ça pour terminer, pour vous dire qu'on a finalement dans cette région différents enregistreurs de ce qui s'est passé au point de vue du climat, au point de vue de la faune,
au point de vue de l'hydrographie. Le delta Locamongo, où il y a des équipes de chercheurs, dont Marc Jolivet, Olivier d'Auteuil, ont beaucoup travaillé, donc des carottages, du paléo-environnement. On a nos guanos qui fournissent aussi des informations sur ces paléo-environnements. Et puis, on a nos grottes qui, à la fois par la faune, mais aussi par les concrétions, vont contribuer, elles aussi, à documenter ce qui s'est passé dans cette région. Et on a là certainement de quoi raconter une belle histoire sur plusieurs millions d'années. Et si on a la chance, peut-être avec un petit hominine à la clé. Donc là aussi, je voulais vous en parler. On est en train de monter une ERC. Donc à partir de la semaine prochaine, on a eu un fonds amorce du CNRS pour soutenir le montage de ce projet. Et à partir de la semaine prochaine, on commence à le constituer. Donc si certains d'entre vous sont intéressés ou ont des compétences complémentaires, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Et l'idée, c'est vraiment de monter un projet à cheval entre les grottes où on travaille et le delta Locabango, et d'aborder un petit peu toutes ces disciplines, depuis la géologie, la géomorpho, l'environnement, et on finit même par les One Health, puisque les problématiques d'eau dans l'Okavango ont provoqué maintenant des recrudescences de cancer du rein, parce qu'il y a des eaux très très riches en métaux qui sont en train d'être relarguées. Donc l'histoire des circulations d'eau dans le delta touche la santé. Et puis nous, dans les grottes, on travaille sur les paléovirus, puisque les chauves-souris, vous savez, sont porteuses de milliers de virus et de plusieurs centaines de coronavirus, dont un a été célèbre récemment. On sait que 80% des futures zoonoses viendront des chauves-souris. Donc c'est important peut-être dans les guanos de connaître l'histoire de ces chauves-souris et de leurs virus pour peut-être un peu mieux préparer ce qui va nous arriver. Voilà, j'ai fait mon tour d'horizon. Vous voyez comment on est parti juste d'une question il y a une vingtaine d'années sur l'âge du Littlefoot à maintenant une remise en cause entre humains, ou en tout cas en perspective de l'origine de l'homme à l'échelle du continent. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'image de ce qu'on a fait en Afrique australe, ça ouvre des perspectives à l'échelle de tout le continent, et ça ouvre aussi des perspectives de collaboration en interdisciplinarité, où le climat, l'environnement et l'homme seront intimement mêlés. Merci de votre attention. Donc, nous attendons vos questions. Peut-être pour la vidéo, c'est plus... Ah oui. Merci Alexandre. Je me posais une question concernant, on va dire, plutôt les processus de karstogénèse, les relations entre fantomisation, bréchification et précipitation de plancher. Voilà. Comment tu envisages ça? Parce que finalement, on dissout beaucoup, on peut précipiter. Alors, les processus de précipitation dans ces systèmes-là, la bréchification, on peut comprendre, mais alors, précipiter, entre guillemets, des planchers dans des formes de cavités, c'est potentiellement aussi compliqué. Comment tu peux envisager ça, expliquer ça? Est-ce que c'est peut-être des périodes de temps différentes? C'est ça. À un moment donné, on fantomise et puis d'autres périodes, on précipite ou... Oui, c'est ça. La fantomisation, au début, on a essayé de la caler un petit peu en fonction de l'histoire géologique, et notamment des grandes discordances. Alors, après le dépôt de ces dolomies, on a une grande discordance sédimentaire qui dure 100 millions d'années. Et au début, on s'est dit, tiens, c'est peut-être là que cette altération se met en place. Puis les géologues sud-africains nous ont dit, un milieu aussi poreux, aussi fragile, qui va rester 2 milliards d'années creux, c'est pas possible, il sera envahi par autre chose. Donc en fait, ils nous ont dit, il faut chercher la dernière grande phase d'altération qui va faire ces grands profils qu'on connaît dans cette région-là. Et en fait, c'est contemporain de la formation de la surface africaine. Donc c'est Crétacé. Au Crétacé, pendant tout le Crétacé, on a une altération du toit des Dolomies. On a des fronts d'altération à l'ouest de Sterfontaine qui font plus de 100 mètres d'épaisseur. Et puis quand on descend en profondeur, on passe au couloir. Et quand on passe en dessous, on passe au pseudo-endokarst. Donc l'histoire de la fantomisation, etc., et de la formation des cavités ou de la préformation des cavités, c'est quelque chose qui est lié à la surface africaine et qui est crétacé. Par contre, tout ce qui est précipitation de calcite, cimentation des brèches, etc., là, on est dans du pléistocène, peut-être même du miocène, mais c'est à partir du moment où on a d'abord décapé toute la couverture, et ensuite on a entamé les dolomies et décapité aussi les cavités, quoi. Et là, tu fais rentrer de la calcite, cette fois-ci, dans ton système. Mais c'est deux processus totalement différents. Et puis, lorsque la fantomisation se fait, on est sous le niveau de base.
il faut qu'on soit là, voilà, c'est une altération progressive très lente sous le niveau de de la nappe phréatique, alors que quand tu fais de la calcite, on est au-dessus, en tout cas pour ces concrétions-là. Et ensuite, pour la difficulté de formation de calcite dans les vides, aujourd'hui encore, il y a plein de ces vides hein, où on a des planchers de calcite qui circulent avec de l'eau. C'est simplement que ces vides sont connectés au sein du talus. C'est un petit peu comme si les talus de brèche étaient recarstifiés. Et donc, tu as des espèces de vides qui sont un peu connectés. Et la calcite, elle ne fait que couler dedans. Ça veut Voilà. dire que tu redissous tes brèches et que tu reprécipites à l'intérieur. Alors, ce n'est pas la même calcite. Hein. Je pense qu'on a dissous les brèches, évacué les vides, et qu'ensuite, on a de l'eau qui arrive, qui est un petit peu différente chimiquement, et qui vient re-remplir ces vides de calcite. Ça aussi, ce n'est pas la même temporalité. Le moment où on dissout la brèche et on fait les vides, et le moment où on les re-remplit de calcite, ce n'est pas la même période. Merci beaucoup, Laurent, pour ce magnifique séminaire. Alors, j'ai une question qui est peut-être super bête, mais je me demande, parce que donc là, vous trouvez donc des ossements et des restes humains de 3-4 millions d'années, où tu nous as montré plus au nord, Lucie, plus récent. Qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et 2 millions d'années ou 3 millions d'années pour que, parce que bon, ces grottes restent présentes, il y a de la sédimentation, tu nous as dit. Donc, comment ça se fait qu'on ne trouve rien en fait entre-temps en termes de restes Est-ce que c'est... Alors, il y en a. Déjà, ça a été un peu moins un objet de recherche convoité, disons. Tout le monde voulait trouver plutôt des choses qui avaient des millions d'années. Mais en fait, la plupart de ces grottes étaient déjà entièrement bouchées. C'est-à-dire que les brèches que l'on trouve dans lesquelles il y a les fossiles, c'est un peu comme un sablier. Donc, pendant quelques centaines de milliers d'années, ça va enregistrer tout ce qui se passe. Et puis, elle est scellée. Et ensuite, eh bien, c'est une brèche cimentée et ça ne bouge plus, à part altération voilà, ponctuelle, des choses comme ça. Et après, c'est une autre grotte qui va s'ouvrir et qui va elle aussi enregistrer. Donc, on a des sites qui sont du Middle Stone Age à 200, 300 000 ans. On a des sites plus récents aussi. Donc, c'est juste en fait qu'il faut les mettre les unes en face des autres, d'où l'intérêt de la datation. Voilà, chaque sablier raconte une histoire, mais c'est uniquement en les datant qu'on arrive à les mettre les uns en face les uns des autres. Mais globalement, toutes les périodes sont documentées. Ok. Donc, parce que je me demandais si en fait il n'y avait pas eu un shift climatique important, évidemment, qu'on connaît, Oui, hein, autour oui, de 2 millions d'années, qui fait qu'effectivement, bah, justement, ça se scelle et il n'y a plus de possibilité d'enregistrement. Mais par contre, il y a des possibilités d'enregistrement en Europe ou... Non, parce que même Starkfontein, on a le membre 6, A et B qui sont les derniers, les plus hauts. Et on est à un demi-million d'années. Voilà, à Swartkrans, on est à 1,8 million d'années. On a aussi des dépôts à 1 million d'années. Donc, ils existent. Ils existent, oui. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. Je me demandais quand on voyait les figures, enfin les deux hypothèses de l'origine entre guillemets de l'humanité avec l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, Oui. euh, qu'est-ce qui fait que les faunes qu'on voit qui sont en fait dans les deux endroits migrent? Est-ce que en fait c'est de la migration ou est-ce que c'est juste une continuité d'espèces? Et est-ce qu'on a des raisons de penser que les hominidés sont pas, enfin, suivent un comportement différent? Je ne sais pas si c'est alimentaire ou j'en sais rien. Pourquoi en fait il y a une Oui. espèce de séparation un peu arbitraire entre les hominidés et le reste de. C'est peut-être une question très naïve, je sais pas. Non, oui, oui. Bah, parce que peut-être parce qu'on se battait pour savoir où était l'origine de l'homme et qu'on avait envie que ce soit à un seul endroit. Mais voilà, mais l'homme comme la faune, enfin les hominines comme la faune avaient exactement le même comportement, en tout cas, de conquête de territoire ou de déplacement pour la chasse ou d'adaptation. Et dès que les milieux étaient connectés et possibles, ils se sont déplacés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient restés coincés dans leur rift, surtout que bon, on sait maintenant qu'ils sortaient quand même du rift. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'effectivement, il y avait exactement la même façon de se déplacer, de conquérir des territoires que la faune. Et si la faune fait les 4000 km, c'est pas énorme, hein, 4000 km, très régulièrement au point qu'on ait des espèces qui soient comparables, les hominines le faisaient aussi certainement. Il suffit de prendre Homo erectus qui sort d'Afrique, en Afrique il y a 1,9 million, et en quelques dizaines de milliers d'années, il a conquis toute l'Eurasie, quoi. Donc les distances,
Je pense que c'était plus un dogme de dire, voilà, ils sont apparus là. En fait, on a 2 dates, une vieille, une récente, donc ben, on fait une flèche, hein. C'est quand il y a une 3e date que ça devient compliqué. Et que, voilà. Et que là, on réécrit une histoire un peu plus compliquée, mais je pense que c'est un peu plus conforme. Et là, il faut imaginer que si on trouve un seul bout, et on espère, hein, une dent, n'importe quoi d'un hominine, eh ben, ce sera validé. Et là, ça va changer les choses. C'est-à-dire que ça ouvre vraiment, ça confirme le potentiel de tous les karstes de ces régions-là en termes de fossiles pour la connaissance de nos origines. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Ça va peut-être faire une redite, mais quelle est la différence pour la fossilisation entre ces karstes-là avec ce processus de fantomisation? Pourquoi est-ce qu'on aurait plus de chances de fossiliser ici que dans des karstes qui se forment plus classiquement avec le ruissellement et tout ça? C'est la seule différence, mais à ces échelles de temps, là, ça compte des petites différences, c'est que ces karstes-là ne sont pas organisés pour qu'il y ait de l'eau qui coule dedans. Ils ne sont pas organisés pour avoir un bassin versant, ils ne sont pas organisés pour être des drains. C'est juste un trou. Ça peut même être un trou non connecté avec d'autres trous, souvent. Et donc, finalement, même quand ils vont être réutilisés, entre guillemets, par l'eau de pluie, etc., ils ne sont pas dynamiques. Tandis que ceux-là, ben, ils sont totalement déconnectés. Donc, en fait, on a une bulle, enfin, c'est pas une bulle, mais un vide qui s'ouvre, et ça va juste s'accumuler, et c'est tout. C'est juste ça, mais à ces échelles de temps, des petites différences comme ça change tout, en fait. Voilà. Et aussi parce que la fantomisation, par le nombre de conduits qu'elle crée autant de chances, finalement, de piéger des fossiles à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que dans cette région, je vous montrais tout à l'heure la photo aérienne avec tous les petits bosquets, il y a 400 grottes. Et là, quand je fais la spéléo avec les copains sud-africains